Nous sommes mercredi le 5 mars 2025. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours, le mot-clé, ça va être mouillé. Aujourd'hui, mercredi, pluie intermittente, 5 mm de pluie, maximum plus 4 degrés. La nuit prochaine, pluie intermittente, 5 à 8 mm. On aura du brouillard aussi. Et température stable, près de plus 5. Demain, jeudi, encore de la pluie intermittente ou de la brune. Là. On devrait recevoir jusqu'à 5 mm de pluie demain. Et en matinée, du brouillard, des vents de 30 km/h. Rafale à 50. Température à la baisse demain. On va atteindre plus 2 degrés en après-midi, aperçu pour vendredi. Nuageux, maximum de plus 1 et plus 1, c'est ce qu'il fait présentement à 6h03. Je commence avec un résumé de la journée d'hier, journée historique. Pourquoi? Ben parce que le 4 mars 2025 a commencé cette guerre économique qu'on peut qualifier d'absurde, que M. Trudeau a qualifié de stupide, dumb, qu'il a dit dans ce discours-là. Son discours le plus senti, je pense qu'on peut dire ça. Là. Si vous l'avez regardé, je l'ai regardé d'un bout à l'autre hier. Je n'ai jamais senti le premier ministre du Canada aussi passionné, aussi impliqué. Et ça arrive évidemment à la fin de son mandat. Là. Dans les prochains jours, prochaines semaines, il va céder sa place à son ou sa successeur. S'est adressé aux Américains. Il a dit, écoutez, on ne veut pas ça. On n'a pas cherché ça. S'est adressé à M. Trump aussi en ne l'appelant pas Mr. Trump, en ne l'appelant pas le président. Il l'a appelé Donald en disant, écoute, t'es un gars intelligent, mais ce que tu fais, c'est stupide. Et Trudeau a dit à voix haute, selon moi, là, les paroles les plus dures jamais prononcées en public à propos des États-Unis et à propos d'un président américain. On écoute un extrait du discours. Actuellement, dans les conversations avec le président, c'est pas très clair ce qu'il veut exactement. Ou peut-être la seule clarté, c'est ce qu'il a dit à multiples reprises, que son but, c'est de faire écrouler l'économie canadienne pour ensuite pouvoir parler d'annexation. Donc, c'est pas la première fois qu'il dit ça, M. Trudeau. Il l'avait dit en privé. Il ne savait pas qu'il était enregistré, filmé là, dans une rencontre avec des décideurs économiques syndicaux à Toronto il y a quelques semaines. Et là, il l'a dit haut et fort. Écoutez, ça va rester un jour noir quand même. Les États-Unis et le Canada, ça a été des alliés fidèles. La relation n'a jamais été sans soubresaut. En privé, Trudeau disait des choses épouvantables de Nixon, par exemple. Il y a d'autres premiers ministres et d'autres présidents qui ne se sont pas entendus, mais publiquement, ça n'a jamais été aussi loin que ce qu'on a entendu hier de la part de M. Trudeau. Et ce qui est fascinant à voir aussi, il faut l'admettre, là, c'est la réaction épidémique, viscérale des gens d'un océan à l'autre. Lucien Bouchard me disait en entrevue la semaine passée, il dit, écoutez, au Canada, là, on a nos différences internes, façon de dire qu'il y a un mouvement souverainiste ici, mais présentement, on est tous dans le même bateau. Et c'est ce qu'on constate présentement. Donc, la réaction, les gens y vont de petits gestes. Et il y a des gros gestes aussi. Le gouvernement fédéral a annoncé là, des contre-tarifs de 25 % sur 30 milliards de produits américains immédiatement. Et dans 3 semaines, là, 125 milliards de produits américains à venir. Dans les provinces, c'est la même chose. Il y a des provinces qui prennent des mesures qui sont en marge des mesures de rétorsion fédérale. Le plus enragé, et on va y revenir un peu plus tard, c'est Doug Ford. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui va couper l'accès aux minéraux aux compagnies américaines ou l'exportation aux États-Unis des minéraux, beaucoup de mines dans le nord de l'Ontario. La LCBO, la SAQ ontarienne, c'est fini, les produits américains. Menace aussi de couper l'électricité à 1,5 million d'Américains répartis dans 3 États, Minnesota, Michigan et New York. Et immédiatement, là, je ne sais pas quand ça va commencer, mais il a dit qu'il y aura des tarifs à l'exportation pour notre électricité de 25 %. Il a annulé aussi, M. Ford, pour 100 millions de contrats avec Starlink. Starlink, c'est de l'Internet par satellite. Ça appartient à Elon Musk. Écoutez, on raconte que le ministre du Commerce de M. Trump, Howard Lutnick, a appelé M. Ford hier. Ils auraient eu une conversation orageuse. Lutnick aurait demandé à Ford, regarde, mets donc à pédale douce. Et Ford aurait répondu, regarde-moi bien aller. Ça va être pire. Donc, M. Ford qui est le plus remonté de tous. Donc, quand je disais que c'est une journée importante qu'on a vécue hier, là, c'est une journée où, je pense qu'on peut le dire, la confiance a été rompue avec les Américains.
sais, on peut se dire, il y aura des élections législatives de mi-mandat à la fin à la fin de 2026. Oui, il y aura des élections présidentielles aussi en 2028. Trump va partir un jour, mais ce qui ne va pas partir, c'est le Trumpisme. Et le Trumpisme, c'est ce qu'on voit présentement. C'est faire la guerre aux alliés, faire la guerre aux amis aussi, la guerre sous toutes ses formes. Des fois, c'est lâcher un ami militairement comme l'Ukraine. Des fois, c'est d'essayer de mettre un pays ami comme le Canada à genoux par la force économique. Donc, les Américains sont plus fiables. Et ça, vous le constatez partout dans le commentariat, là, dans le Globe and Mail. Il y a une chronique là-dessus de Andrew Coyne qu'on peut lire, mais sur... Disons que c'est ce constat-là hier qui s'est imbriqué dans nos imaginaires. Les Américains ne sont plus les amis qu'on pensait. Et même s'il y a un changement de gouvernement, à terme, ce Trumpisme-là, ce virus-là, peut revenir à la tête de l'État américain. Le gouvernement du Québec hier qui a annoncé des mesures d'aide, là, surtout des liquidités pour les entreprises qui font de l'exportation. Et la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, va être avec nous. Mais le premier ministre Trudeau l'a dit, le premier ministre Legault l'a dit, Doug Ford de l'Ontario aussi. Si ça dure, ça va être douloureux. On parle de milliers d'emplois qui sont en jeu, d'une part, et ensuite, une guerre de tarifs comme ça, de droits douaniers, mais ça a un effet sur le portefeuille de tout le monde, les Américains, les Canadiens aussi. Et quand je vous parlais de Doug Ford tantôt, qui était enragé, il y a... M. Ford l'a déjà dit, lui, il était content des mesures, il était content de la politique de Donald Trump. Je pense que jusqu'au mois de novembre passé, là, je pense que M. Ford s'il avait été américain, il aurait voté pour M. Trump. Je pense qu'on peut dire ça. Il a changé d'idée, il faut le dire. Et il y a Jason Kenney, qui est l'ancien premier ministre de l'Alberta, qui a envoyé un message sur Twitter hier en réponse justement à cette nouvelle. Le secrétaire au commerce, Lutnick, qui a dit hier soir, écoutez, oui, il y a les tarifs, là, c'est vrai, mais on va se rencontrer à mi-chemin avec le Québec, avec le Canada et le Mexique. On va finir par s'entendre. Et Jason Kenney, sur Twitter X, a relayé cette nouvelle-là en disant « c'est un show de clown ». Et Kenney, là où c'est intéressant, c'est que c'est un autre conservateur canadien qui aurait sans doute voté pour Trump jusqu'à tout récemment. Donc, on le voit dans le mouvement conservateur, immense malaise face à Donald Trump. Et c'est curieux, je suis curieux de voir aussi, il y a beaucoup de nos compatriotes, de nos concitoyens qui aiment Donald Trump. Est-ce qu'ils vont continuer à se promener avec des pick-up qui disent « Vas-y, mon Donald » Est-ce qu'ils vont continuer à se promener avec la casquette MAGA? Écoutez, je ne sais pas, puis j'encourage personne à interpeller ces gens-là. Là, commençons pas à nous chicaner en public. Mais disons que l'étoile de M. Trump a pâli un peu partout. Au Québec, la Société des alcools du Québec là, qui a annoncé que tout ce qui est alcool américain s'est retiré des tablettes. Donc, du vin, des spiritueux, etc. On est dans le symbole, on se comprend, mais quand même, si vous produisez de l'alcool, des spiritueux, par exemple, dans des États qui sont rouges, bien, ça peut faire mal. Ça peut aussi vous inciter peut-être à appeler votre sénateur, votre représentant au Congrès. Toutes les pressions sont bonnes. Mais ce qui est clair, là, c'est que les prix vont augmenter un peu partout. Tarif contre tarif, là, ça devient intenable. Dans le Journal de Montréal, vous avez une bonne liste de ce qui risque d'être touché. Ça va des électroménagers aux produits pour les cheveux, en passant par la bouffe, évidemment, les cosmétiques, etc., etc. Et il y a, justement, dans Le Devoir, texte de Clémence Pavic, à qui on va parler tantôt. C'est Clémence qui remplace Marie-Ève Fournier pour la semaine de relâche. Ça va être difficile d'éviter les hausses de prix. Ça va peut-être être difficile aussi d'éviter une récession pour le Canada. On parlait de ça aussi avec Jean Charest un peu plus tard à l'émission. On sait que M. Charest est sur le conseil là, qui donne des avis au gouvernement du Canada sur la façon de mener cette guerre économique. Dans la presse, écoutez, on va chercher les facteurs de réjouissance où on peut les trouver. Il y a au moins une industrie qui va bénéficier des tensions avec les États-Unis, et c'est le tourisme. Parce qu'on le voit, là, les Québécois le disent assez haut et fort dans les sondages, on n'a pas envie d'aller en vacances aux États-Unis. On n'a pas envie de dépenser notre argent là-bas. Et il y a des gens qui disent, on va rester au Canada, on va rester au Québec, et on s'attend à ce qu'il y ait $1 milliard de plus qui soit dépensé en tourisme
dans la prochaine année. On sait que l'été s'en vient, c'est une grosse saison touristique au Québec. Vous pouvez lire ça dans la presse sous la plume de Mégane Foy. Et là, je souligne une affaire. Les tarifs, les guerres économiques, commerciales, les marchés boursiers n'aiment pas ça. Peut-être que ça aussi, ça va faire de la pression sur Donald Trump. Et quand je dis que ça va faire de la pression, beaucoup d'amis milliardaires, quand vous avez des milliards qui sont placés à la bourse, quand ça recule de 1,5 %, 2 % la première journée d'une guerre commerciale, vous perdez beaucoup d'argent. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que le Mexique est frappé par des droits douaniers de 25 % sur ses exportations aux États-Unis. Mais le Mexique n'a pas encore annoncé ses mesures de représailles. Ça va être fait dimanche. Les Mexicains vont en faire un show. Il semble que Mme la présidente va être sur une place publique et on va annoncer voici ce qui va être frappé de droits de douane en fait de produits américains. Donc, il y a ça aussi. Il risque d'avoir un autre choc boursier. Et l'espoir, je vous le dis, c'est que les Américains finissent par faire un lien entre leurs factures qui augmentent et les guerres commerciales stupides de Donald Trump. Il y a aussi le contexte aux États-Unis qu'il ne faut pas oublier. Des Américains, sont fâchés contre leur gouvernement, notamment pour la tronçonneuse de Elon Musk. OK? Il y a quelque chose d'assez particulier aux États-Unis, ça s'appelle des Town Hall Meetings. Ce sont des assemblées publiques où les élus, souvent ça peut être des sénateurs, ça peut être des représentants au Congrès, ponctuellement, ils vont faire ça. Ils vont dire, bon, écoutez, vendredi au centre communautaire, je vais être là, venez me poser vos questions, je vais y répondre. C'est une tradition américaine. Dans les derniers jours, les Town Hall Meetings, les assemblées publiques des politiciens républicains, des Trumpistes, ça a viré à foire d'empoigne. Parce que là, vous avez des gens qui ont perdu leurs emplois, qui travaillaient pour le gouvernement américain de façon sauvage et qui se présentent là et qui interpellent, qui apostrophent leurs élus républicains, qui leur posent des questions qui sont assez décoiffantes. Les images sont spectaculaires. Donc, il y a cette colère. On la sent et cette colère-là est tellement grande que les leaders républicains ont envoyé le mémo aux représentants républicains. Vous en faites plus de Town Hall Meeting. Faites-en plus. Pourquoi? Parce que les images commencent à se propager et les images ne sont pas bonnes pour les troupes de Donald Trump. 6h15, on va aller voir Marc. Marc, qu'est-ce qui se passe sur le réseau? Bien, il y a un peu d'attente sur la métropolitaine ouest. C'est le retard habituel entre les 2,15. Un peu d'attente sur la 13 aussi pour sortir de Laval. Rien de majeur cette semaine, là, vraiment, avec la relâche. Beaucoup moins de volume de circulation sur le réseau autoroutier. Tout de même, tunnel à Fontaine vers le sud, on n'y échappe pas. Surtout les camionneurs qui, visiblement, ne sont pas en relâche. C'est à partir d'Yves-Prévost. La voie de gauche qui est obligatoire pour les camionneurs, c'est la plus embourbée. À droite, c'est presque au viaduc de la rue Sherbrooke. Il y a certainement 15-20 minutes d'écart en termes de temps d'attente. Pour rentrer en ville, toutes les traversées vont bien. Chaussée mouillée, brouillard par endroits. Il faut tout de même faire attention. Le REM fonctionne, c'est-à-dire que les trains roulent 5h30 à 10h. Il y a les autobus en parallèle aussi. Hier après-midi, il y a eu arrêt de service, 15h45, 16h. C'est un véhicule lourd qui a touché une structure. Ça s'est produit à l'angle de Saint-Maurice et de l'Inspecteur. Et bon, le train est reparti depuis, là, ça est reparti même hier. Et le prix de l'essence à Montréal est à 1,60 $ pour un litre d'ordinaire. Merci, Marc. Bon, on va tomber dans d'autres nouvelles parce qu'il n'y a pas juste Donald Trump et les tarifs dans la vie, même si on est quand même dans une sorte d'éclipse médiatique. Politique fédérale, sondage là, de Léger National Post qui montre une remontée des conservateurs. On le sait, l'histoire des sondages dans les dernières semaines, là, c'était la remontée des libéraux. M. Poilievre, il y a eu une avance de 20-25 points dans les derniers mois sur les libéraux, mais il semble que ce qui se passe au sud de la frontière, ça a eu un effet vivifiant pour les intentions de vote face au Parti libéral du Canada. Sauf que là, il y a ce Léger qui vient d'arriver, National Post. Et ce qu'on montre, c'est que les conservateurs ont remonté. 43 % des intentions de vote et pour le Parti libéral du Canada, 30 %. Donc, on le voit, il y a des fluctuations dans l'humeur des gens. Et il faut toujours le dire en matière de sondage. Le vrai sondage, c'est toujours l'élection. Je vous rappelle que dimanche, le Parti libéral va choisir la personne qui va devenir le ou la nouvelle chef du Parti libéral du Canada. Après ça, est-ce que c'est déclenchement immédiat? Est-ce qu'on attend la reprise de la Chambre là, vers la fin mars? Pas clair.
Ce qui est clair, c'est qu'on va avoir des élections très bientôt, et ça, il faut le dire, c'est le vrai sondage. Toujours en politique fédérale, le sympathique ex-joueur des Alouettes, Steve Charbonneau, qui va faire le saut avec le Parti conservateur, justement, dans Brome-Missisquoi. Hier, on a reçu le candidat du Bloc québécois dans Brome-Missisquoi, cette même circonscription, Jeff Boudreau, le comédien. Donc, des gros noms qui se présentent dans cette circonscription. Je reste en politique fédérale. Ottawa a décidé de déposer un avis d'intervention à la Cour suprême pour ce qui est de la contestation de la loi 21. Ça ne fait pas l'affaire du gouvernement du Québec, là, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui est très remonté contre Ottawa. Vous pouvez lire ça dans la presse. Ça clique. C'est le scandale qui n'en finit pas de donner de nouveaux petits scandales. Le Journal de Montréal, là, sous la plume de Jean-Nicolas Blanchet, qui rapporte que dès 2020, Québec a dû payer confidentiellement 130 millions de plus aux consultants privés. Là. On a même appelé un juge à la retraite en renfort pour faire de la médiation parce qu'on ne s'entendait tellement pas entre la Société de l'assurance automobile du Québec pour ce qui est du projet numérique et la compagnie privée là, qui est liée à IBM. C'est une compagnie qui s'appelle LGS, c'est relié à IBM Canada, que IBM a menacé de se retirer, de dire « Nous, on prend nos billes, on s'en va. » Il y a un juge à retraite qui est venu faire de la médiation et on a payé 130 millions. C'est une entente confidentielle. On ne le savait pas. Là, c'est un peu dur de croire que personne au gouvernement savait qu'il y avait eu une médiation, qu'on a dû casquer 130 millions. Et ce qui me dérange là-dedans, c'est toujours ça. C'est la nature confidentielle de ce genre de deal-là. Pourquoi confidentiel? Je comprends là, qu'en pratique d'affaires, il y a des éléments de confidentialité. Ce sont deux compagnies privées, ça ne nous regarde probablement pas. Mais comme compagnie privée, quand tu fais affaire avec une entité publique comme la Société de l'assurance automobile du Québec, pourquoi ce deal-là reste secret? Pourquoi cette opacité? Moi, je vois juste une raison. C'est pour sauver les fesses politiques et médiatiques de ton gouvernement. C'est juste ça. Ça passe sous le radar, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de vague. Et la VG l'a dit dans son rapport il y a 2 semaines. Elle a dit, la SAAQ a pris des décisions qui n'avaient qu'un but, et c'était d'éviter un embarras politique et un embarras médiatique pour le gouvernement. Vous pouvez lire ça dans le Journal de Montréal. Dans le Devoir, il y a des médecins de santé publique là, qui veulent sensibiliser Québec. On veut une aide massive en prévention pour réduire la maladie. Notamment, on voudrait, là, parmi le bouquet de mesures qui va être proposé, que les boissons sucrées soient taxées, surtaxées. Et ça, c'est une vieille idée parce que parler aux pédiatres, parler aux médecins, parler aux spécialistes en obésité, ce qu'on boit en termes de sucre, ça contribue pour beaucoup au surpoids. Puis le surpoids, veut pas, c'est lié à des maladies. Vous pouvez lire tout ça dans le Devoir. Parlant de santé mentale, il y a des parents là, qui réclament une interdiction totale du cellulaire à l'école. Vous pouvez lire ça dans la presse. Là, c'est Marie-Ève Moras qui écrit ça. Un comité de parents de la région de Drummondville, là, au centre de service scolaire Deschênes, qui disent que le cellulaire ne devrait même pas être utilisé ou utilisable à l'école par nos enfants. Présentement, la directive, c'est que tu ne peux pas l'avoir en classe et ses parents soulèvent des points, disent que même de l'avoir à l'école, ça mine un peu nos efforts. On dit à nos enfants de baisser l'utilisation du cellulaire. Ils peuvent l'utiliser où ils veulent dans les couloirs à l'école. C'est contre-productif. Et on sait là, qu'il y a quand même les travaux de cette commission parlementaire sur les impacts des écrans qui doit donner son rapport d'ici la fin du mois de mai. On verra si ça va faire partie de ces mesures annoncées. Sinon, en terminant, vague d'agression au pénitencier de Donnacona. On le sait, ça brasse, ça chauffe dans nos prisons. Et là, il y a, semble-t-il, eu plusieurs agressions dans les derniers jours. Et le syndicat des gardiens de prison là-bas, des agents correctionnels, qui est extrêmement inquiet. Vous pouvez lire ça dans le journal Le Soleil. Merci d'être là. 6h22, écrivez-nous